Voilà, c'est toujours avec un cœur trempé et noyé dans la bonne humeur que nous vous retrouvons dans cette émission oh, combien conviviale. Bienvenue à ce midi. Eh bien, aujourd'hui, la femme sera encore au cœur de cette émission. Nous parlerons d'un thème triste, malheureusement, une triste réalité que vivent les femmes veuves. Je vis l'enfer depuis la mort de mon mari. C'est donc le thème qui sera développé au tout début de cette émission. Et puis, vous retrouverez avec moi sur le plateau Jean-Michel Aunin, Nadiani Diarra, Aya Lebel. Et je suis sûre que Dr Philo sera de la partie parce qu'il ne manque jamais. Je vous invite à rester des nôtres sur la chaîne qui rassemble parce que c'est midi, c'est maintenant. Vous ne faites pas le chant avec nous? Merci. Et les mamans? Les mamans? Vous pouvez vous applaudir. Vous êtes adorables. C'est le public le plus formidable que j'ai rencontré. En tout cas, merci d'être là. Merci de nous distiller toute cette chaleur et cette sympathie. On est toujours content de vous retrouver. Merci, public. On est à J-2 de la nouvelle année. Et nous, vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes dans la joie. Nadiani ne dira pas le contraire. Nadi. Ah, les trestes vont à ravir, ça, je le dis. Merci, merci. J'ai voulu changer de tête un peu. Je ne fais pas souvent des tresses. Hein. Je me suis dit quand même pour la nouvelle année, je vais changer de tête. Voilà, tu as bien fait. Voilà. J'espère Alors, que vous aimez. aujourd'hui, Dame Savoir-Vivre, on a besoin de rester dans cette dynamique en cette fin d'année et pendant les fêtes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des faux pas à éviter lors du réveillon. C'est-à-dire demain, le 31, on va être invité chez des gens, on va sortir. Donc, ce qu'il faut éviter, des fois, il y a des petites choses qu'on doit éviter. Donc, restez avec moi, il faut passer un très bon réveillon. Pour être zen. Pour être zen et bien aborder la nouvelle année. Exactement. Voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'on parle de fête de fin d'année qu'on va exclure l'actualité média. C'est important, d'autant plus que nous travaillons dans les médias. Jean-Michel Aunin. Eh oui, bonjour à tous. De quoi on va parler déjà? On va parler, puisque c'est la fin de l'année, il faut faire le bilan. On va parler du bilan de Reporters sans frontières. Secondo, la une d'un prestigieux magazine américain qui s'appelle Sports Illustrated. Et puis aussi, j'évoquerai un petit moment très sympa de télévision qui s'est passé sur la chaîne britannique BBC, que j'ai regardé pour vous, sans oublier le cinéma. Ça plaît, le cinéma. Donc, une info 7e art, et on va chuter sur la dernière séquence que vous attendez forcément, c'est On a retrouvé. Caroline, je t'ai retrouvé. Non, pas toi. Je t'ai retrouvé aujourd'hui. Pas c'est toi. Et j'ai envie de dire, miroir, dis-moi si je suis belle. Mais oui, tu es belle. Tu es magnifique. Merci, vous êtes gentils. Et voilà, juste pour dire qu'on parle beauté avec Aya Lebel, bien évidemment. On parle beauté, mais avant tout, je suis tellement impatiente d'arriver en 2016, Caro, tu peux même pas savoir, je tiens plus. On va parler aujourd'hui... On t'a fait des promesses en 2016? Je pense que ça va être une grosse année, je le sens bien cette année. 2016 va être une très bonne année. Ah, elle est très positive. Alors aujourd'hui, le 31 décembre, on va se mettre évidemment sur notre 31. C'est la dernière soirée de l'année 2015 et pour cette soirée très importante, on va être extravagante, mesdames. On va être chic, on va être glamour, on va être lumineuse. Restez avec moi. Tout simplement. Wow.
Pardon? Elle est l'expression de ce qu'elle dit. Elle nous donne un aperçu déjà. Faut juste voir avec, ses paupières. Et parlant, son fard à paupières. parlant de luminosité, laissez-moi vous présenter quelqu'un. C'est vrai. Les chaussettes. J'adore les lumières. Les chaussettes. Docteur Philo. Hey. C'est bon, c'est bon. Dis que c'est bon. Ouais, on va garder ça pour le reste des finales. Ça va un peu ici? Voilà, vraiment, ça va, maman? Bon, vraiment, aidez-moi, aidez-moi. Il y a trop, il n'y a pas café dedans, c'est poussière. Voilà, j'ai trop de problèmes. Là, je suis au bureau. Je suis un organisateur professionnel de funérailles. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, voilà, non. Je ne suis pas n'importe qui. Mais aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis à 9 999 funérailles que j'ai organisées. Philo. C'est bon. Maintenant, depuis mon téléphone ne sonne pas, j'ai besoin d'un seul funéraire seulement pour compléter à 10 000. Non, je pense que ça ira. Voilà la ça ira. fin de l'année qui arrive. Alors que je me suis fixé un objectif d'ici 2016, il faut que j'organise 10 000 funérailles. Regarde. Non. Mais il souhaite la mort des gens, celui-là. Non, Attends, il faut qu'on m'appelle. Oh, attends, on dirait que c'est un coup de fil. je rêve ou quoi? Alors, Olivier, Attends, il est sérieux là en plus. Hein. c'est pas funérailles? Ah, bon, Olivier, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, ce qu'il faut, regarder, moi je suis un professionnel. Hein. Cette veste-là, je l'ai obtenue à Paris. C'est moi qui ai organisé les funérailles de Georges Pompidou Desmonstieux. Et on m'a offert ça. Stop. Ça veut dire que je vais au-delà même des frontières Philo. ivoiriennes dans Sinon, il va enterrer un autre. Philo. J'ai la liste. Je pense que c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette première partie. Voilà. J'ai la liste ici derrière Oui, les derniers oui. funérailles que j'ai organisés. Oui, on te remercie quand Salut même. Gogua. Non, merci de nous épargner cette liste. On te retrouve tout de suite. Et laissez-moi, chers téléspectateurs, vous rappeler le thème du jour. Je vis l'enfer depuis la mort de mon mari. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse et pourquoi pas nous donner la liste de toutes les funérailles organisées. Voilà, la liste est là. Merci beaucoup. Dernier funérailles. J, ça marche? On vous dit vraiment. Frali Gogua, lui, il a donné 300 francs. Série Zikpaïblé, 200 francs. Ça, c'est le décès de son oncle. Il donne 200 francs. On a Zikpayou Grégoire, 600 francs, répartis comme suit. 100 francs pour les 12 orphelins. Bon, c'est déplorable. 200 francs pour l'oncle du disparu. Et 150 francs pour la veuve. Pourquoi la veuve est négligée? À travers toutes les listes qui sont ici, la veuve est toujours négligée. C'est pourquoi je voulais profiter en même temps pour rentrer un peu dans le thème, pour en même temps vous expliquer une femme qui vit l'enfer depuis le décès de son mari. C'est depuis même les funérailles, même ça là. Parce que quand tu vois les gens danser, ils font la ronde. Au fait, généralement c'est l'héritage. C'est l'héritage. Une belle famille qui vient. Parce que j'ai dit belle famille. Sinon, souvent même, les beaux, on dit beau. Souvent, il n'est pas beau. Non, on appelle beau quand même. Pourquoi? Pour l'amadouer. Mais les gens ne comprennent pas. Toi, une belle-mère, tu viens dans le foyer de ton fils. Et tu viens, ça dit, le fils dort dans un très couché, tu dors, tu mets pas à tête, tu te couches. Il n'y a même pas rideau entre ton matelas ou ta natte et le lit. Et puis tu dors. Qu'est-ce que ton fils fait faire là? La femme ne fait pas d'enfant, tu dis qu'elle est sorcière. Quand le monsieur décède, elle est sorcière, elle n'a pas droit à quelque chose. C'est ça. C'est vrai, généralement, chez nous en Afrique, quand vous voyez la belle famille arrive comme ça, ils regardent la maison comme ça. Ça là, ça marche comment? Ça marche comment? C'est pour voir quand il va mourir là. Comment ils vont venir manipuler puis démonter pour partir avec. Généralement, c'est ça. Et c'est déplorable. C'est vrai qu'il le dit avec un brin d'humour, mais ce sont des réalités. C'est même pas ça, c'est même pas humour même. Ça, je ris pas là. Si c'est humour même, je vais rire. Ça, je ris pas. Mais le monsieur, ta femme, la femme de ton frère t'appelle. Ah, ton frère est malade, ça fait une semaine, il est couché au CHU. Mais quand il faut appeler de temps en temps pour voir les nouvelles de ton frère, tu dis, est-ce que c'est la moto là, sa moto qui est là-bas, la masse? Parce qu'il y a longtemps, lui-même, il guette moto là. L'héritage là, c'est ça, il veut. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette femme-là, il faut qu'elle ait beaucoup de courage. Parce qu'en Afrique, il y a trop de choses. Mais souvent, il y a les maris aussi, eux aussi, de leur vivant, ils veulent montrer qu'ils ont l'argent. Pourtant, ils n'ont rien. Et quand ils meurent, c'est la femme qui prend les pots cassés. Ils vivaient des crédits. Tout ce qu'ils faisaient, c'était crédit. Et quand la femme meurt, les beaux-parents pensent que le monsieur avait l'argent parce qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Ouais, il faisait croire qu'il avait tant. Oh, il n'avait rien.
Et quand comme ça, il décède, c'est la pauvre femme qui prend les pots cassés. Et même tous ces orphelins-là. Mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que la femme, vous avez intérêt, vous êtes dans un foyer aujourd'hui, faites quelque chose. D'accord. Faites tout pour être autonome. Ne prenez pas 3 jours. Il y a des femmes aujourd'hui pour sortir samedi, elles commencent à se maquiller mercredi. Mercredi, elle est dans la maison, jeudi, vendredi, elle va sortir samedi. Non, si tu nous, prends 3 jours pour te maquiller, tu ne fais rien, c'est l'homme qui fait pour toi. Tu vas prendre 3 heures devant le cercueil de ton mari. Bon. Ça, c'est la méthode. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va partir pour la question du micro-trottoir. Une femme peut-elle retrouver la joie de vivre après le décès de son mari? Écoutons et regardons. Pour moi, évidemment, elle peut toujours retrouver la joie de vivre parce que la vie, c'est de vivre en communauté. Donc, une fois que tu ouvres ton cœur à tes proches, c'est simple que tu pourras toujours être heureuse. Puis, c'est toujours une femme, elle peut toujours retrouver la joie de vivre en ouvrant son cœur à un autre homme si elle le veut bien. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est une femme, elle peut toujours être heureuse au milieu de ses proches et de la population. C'est vraiment pas facile de vivre sans quelqu'un avec qui tu as passé toute une vie. C'est vraiment très difficile. Il y a la famille aussi qui est là. Et puis, se retrouver seul, il y a des habitudes qui changent. Il y a le soutien, il y a la chaleur humaine même qui est là aussi. Donc ça sera vraiment un poids pour cette personne. Mais je pense que par la grâce de Dieu, avec nos religions et nos différents conseillers, nos parents, ça peut passer. Avec le temps, ça va passer avec les conseils de tout un chacun. Voilà pourquoi on a toujours besoin de l'entourage pour pouvoir conseiller. Et moi, je pense qu'elle peut retrouver la joie de vivre après le décès de son mari, puisque la mort, c'est quelque chose qui est naturel. Vraiment, ce n'est pas facile de retrouver la joie. Parce que moi, par exemple, j'ai perdu mon mari le 23 janvier. Ça fera au moins 5 ans que j'ai perdu mon mari accidentellement. Ça n'a pas été facile. Depuis j'ai fait 2 ans, vraiment, je ne me retrouvais pas. Avec les enfants, tout en train de pleurer. Mais par la grâce de Dieu, le soutien des amis, aujourd'hui, je me retrouve. Ça va un peu par rapport au début. Merci beaucoup pour vos différents éléments de réponse. Eh bien, nous allons à présent recevoir notre invité témoin. Mais laissez-moi vous rappeler le sujet du jour. Je vis l'enfer depuis le décès de mon mari ou depuis la mort de mon mari. Son nom, c'est Gado Kadi. On l'appelle communément Maman Kadi. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Gado Kadi qui nous rejoint donc sur le plateau de ces midis. Bonjour madame. Bonjour. Et bienvenue. Nous sommes contents de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Sachez-le. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, on va donc aller droit dans le vif du sujet. Le sujet nous indique bien que vous êtes une femme veuve. Ce n'est pas un statut enviable. Et d'entrée de jeu, nous vous encourageons. Nous vous encourageons. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que nous voulons savoir quel était votre statut réel avec votre mari? Est-ce que vous étiez marié légalement ou vous viviez simplement en concubinage? Bon, on était mariés coutumièrement, religieusement, mais on n'était pas mariés légalement. Vous n'étiez pas marié légalement, d'accord. On va bien comprendre ce que vous vivez. Et ce que je veux savoir d'autre, depuis combien de temps il est parti? Depuis combien de temps il vous a quitté? C'est pendant la crise, il a été tué depuis le 11 avril 2011. Il a été tué, il a reçu 2 balles. Et dans quelles conditions viviez-vous avant son décès? Bon, je vais dire que j'étais à l'aise. Bon, il n'était pas aussi riche, mais il faisait le minimum pour me mettre à l'aise. Voilà, on vivait, il n'y avait pas de problème. On vivait en harmonie, il n'y avait pas de problème. Aviez-vous, vous, une activité? Bon, bien avant le mariage, je faisais un peu le commerce. Voilà, je faisais un peu le commerce. Bon, quand les enfants ont commencé à venir, il a voulu que je reste une femme au foyer. Je suis restée une femme au foyer. Bon, il a dit qu'il prenait tout en charge. Il va tout prendre en charge. Et puis c'est vrai, vraiment, il le faisait. Il n'avait pas assez d'argent, mais le minimum, il le faisait. Il payait même ma pommade, mais c'est lui qui achetait pour venir me donner, même les magasins. Parce que moi, j'aime beaucoup lire. Il payait les magazines, il m'amenait ça, je lisais. Bon, il faisait, en tout cas, tout était à sa charge. Mais, voilà. Mais vous n'avez pas eu peur lorsqu'il vous a demandé de rester à la maison, quand on sait aujourd'hui les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La vie d'aujourd'hui n'est plus pareille que celle d'hier. Les enfants, il y a beaucoup de charges, tout augmente sur le marché. Et il vous demande de ne pas avoir une autre activité en dehors, bien sûr, du ménage. Et vous acceptez?
Bon, il faut que j'avoue, j'ai été naïve. Bon, c'est pas amour, j'ai accepté, mais j'ai été naïve aussi. Voilà, c'est la naïveté qui m'a mis dans cela. L'amour et la naïveté. Je l'aimais, donc j'ai suivi ce qu'il a dit. Voilà. Bon, et puis, quand il m'a dit de m'occuper des enfants, bon, comme moi aussi, j'aime beaucoup les enfants. Bon, en tout cas, bon, pour couper le coup, j'ai été naïve. Voilà, j'ai été naïve. Voilà. Mais c'est déjà quand même une grosse activité, hein, rester à la maison, s'occuper de l'éducation des enfants, s'occuper du ménage, c'est déjà beaucoup de travail. Donc, on ne va pas vous accuser de quoi que ce soit. Mais voilà, donc, il arrive là que votre mari décède. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bon, le même jour qu'il a été tué, je suis partie en Belfast parce que on vivait avec son grand frère dans le même quartier. Je suis allée, on m'a appelé pour m'amener chez mon beau. J'ai fait 9 jours là-bas. Pendant les funérailles, bon, c'est pas pour saluer le nom de quelqu'un. Je ne vais pas saluer le nom, mais les 9 jours que j'ai fait là-bas, bon, lui, il était sénégalais. Il était sénégalais. Bon, il y a les appels qui venaient les gens, les parents appelaient du Sénégal pour encourager son frère et les enfants. Mais moi-même, la concernée, on ne m'adressait pas la parole. On ne m'adressait pas la parole, c'est faisable. Bon, moi aussi, là, je ne comprends pas le Sénégal, le Wolof là. Donc, il parlait entre eux. Bon, je me sentais un peu isolée, rejetée. Donc, ça m'a un peu gênée. J'ai dit, bon, j'ai demandé, comme dans le même quartier, moi, j'ai demandé à finir mon veuvage chez moi à la maison. Parce que chez les musulmans, il faut faire 4 mois, 10 jours dans le veuvage. J'ai demandé à partir à finir mon veuvage à la maison. Bon, entre-temps, dans la même semaine, mon mari a été tué le lundi. Il faut dire qu'il n'a pas eu de tombeau. Hein. Il n'a pas eu, parce qu'il y avait les tirs, il n'y avait pas. Donc, c'est derrière, vers l'eau, sur les rails là qu'il a été enterré. Voilà, elle m'a dit. Il n'a pas eu de tombeau. Bon, dans la même période, mon mari a été tué lundi. Il a été enterré le mardi. Et le mardi soir, il y a mon beau qui m'appelle, qui me dit, bon, le samedi suivant, il y a le président qui va venir avec un cas pour les Sénégalais, pour rapatrier les Sénégalais. Donc, moi, mes enfants, ils vont les mettre dans ce cas-là pour partir. Entre-temps, eux-mêmes, ils sont là. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants avec mon mari. Ils sont en tout, il y a 4 enfants. Voilà, avec mon mari, j'ai eu 3 enfants. Lui, il est là, ses enfants sont là. Lui-même, il est là, sa femme est là. Et puis moi, mes enfants, parce que le père est décédé, ils vont les mettre dans le cas comme colis pour les amener au Sénégal. Mais c'était prévu quoi? Que vous alliez avec les enfants ou que vous restiez ici en Côte d'Ivoire? Je reste avec les enfants sans moi. Je dis, mais non, moi je ne refuse pas. C'est vrai, les enfants vous appartiennent. C'est vos enfants. Mais je viens de perdre mon mari dans la semaine là. Il est parti, ils sont en train de pleurer. Au moins, si je jette un coup sur mes enfants, au moins, ça pouvait vous voilà. Mais si vous voulez les prendre, vous partir. Vraiment, je ne refuse pas, mais attendez un peu. Ils ont dit d'accord, ils ont compris. Bon, j'ai vu que l'ambiance n'était pas trop comme c'était pas trop. Donc, j'ai demandé à retourner chez moi. J'ai fait 9 jours chez eux, je suis retournée. Quand vous dites que l'ambiance n'était pas bonne, c'était quoi? Qu'est-ce que vous subissiez? Est-ce qu'il y avait des railleries? Est-ce qu'ils vous accusaient d'être à la base? Moi, je ne comprenais pas le Wolof. Ça parlait entre eux, et puis on faisait des clans là. Moi, j'étais seule, on ne causait pas avec moi, on me laissait seule dans la chambre. Mais est-ce que vous vous approchiez des gens? Ou bien peut-être dans votre situation, vous vous dites, on doit vous consoler, mais voilà, eux, en même temps aussi, c'est leur frère. Voilà, c'est leur frère. Ils étaient peut-être aussi tristes, aussi malheureux que vous. Mais la veuve. Mais c'était le devoir de me soutenir moralement, même s'il ne me donnait pas de l'argent, moralement. Mais il ne l'a pas fait. En tout cas, moi, ce côté-là, ça m'embarquait vraiment. Et c'est ce qui vous a poussé à partir? Voilà. J'ai fait 9 jours, je suis partie. Et quand vous êtes partie avec les enfants, ça a été quoi? Puisque vous n'aviez pas d'activité, comment vous êtes parvenu à vous occuper des enfants et quel a été votre sort? Bon, je vais dire que je suis d'une famille modeste. Voilà, mon père est à la retraite. Ma mère aussi est debout devant la cour. Il n'avait pas ces moyens-là pour s'occuper de moi. Parce que moi, j'ai quitté ma belle famille pour être un peu à l'aise. Parce que moralement, je ne pourrais plus supporter. Bon, je suis pas. Bon, je dois faire 4 mois, 10 jours sans sortir. En principe, chez les musulmans, tu fais 4 jours. Ce que tu dois faire, rester là à prier pour le repos de l'âme de ton mari. Mais moi, je n'ai pas. J'étais obligée, avec ma tenue de vivage, sortir, chercher à manger pour mes enfants. Je sortais tout le temps. Alors que normalement, vous ne devez pas sortir. Voilà, je ne devais pas sortir, mais tu es obligé de le faire. Les enfants sont toujours avec vous? Ou ils sont à l'orphelinat. Bon, il y a l'aîné. L'aîné qui, lui, il était dans un collège privé. Comme je n'ai plus de moyens,
Lui, je l'ai déscolarisé. Maintenant, il fait la couture, il fait la broderie. D'accord. Bon, il y a la fille qui était au CM1 quand son père décédé. Donc, lui, elle et puis le troisième, je les ai mis à l'orphelinat. J'ai approché le centre social, on les a mis à l'orphelinat. Parce que quand mon mari décédait, le dernier, il avait 1 an et demi. Voilà, il avait 1 an et demi. Donc, quand je les ai approchés... Mais ça a été certainement douloureux pour vous, je veux dire, très douloureux. Être vivant et envoyer son enfant à l'orphelinat, je ne sais pas. C'est que vous n'avez vraiment, vous n'aviez plus de choix, vous n'aviez pas le choix. Je n'avais pas le choix parce que je n'aurais pas payé le loyer et puis vous avez été expulsé de la maison. Donc, mon premier souci, c'était de caser mes enfants d'abord. Mon souci, c'était ça. Où mettre mes enfants. Donc, ils sont allés voir le centre social. Ils m'ont aidé. Bon, l'autre, il a été déscolarisé. Bon, lui, j'étais obligé de le mettre. Il a fait la couture. Sinon, il était en 4e. Il a fait la couture. Bon, les 2 autres, je les ai mis à l'orphelinat. Même la petite, quand elle était au CM1, l'orphelinat prend chacun jusqu'au CM2. Mais quand j'ai voulu la mettre, les gens de la DPE ont dit, mais c'est là, c'est 1 année seulement, elle va faire. Il dit non. Moi, ce que je veux là, elle n'a qu'à rester là. En attendant, pour chercher une solution. Mais je veux savoir, justement, ce que vous dites là, est-ce que quelque part, le fait de vous résigner sur votre sort, c'est-à-dire vous résigner en victime, pendant qu'ils appellent aussi, parlant en tu arrêtes le téléphone et puis tu dis, je suis là aussi. Moi, la mère des enfants, je suis là. Ou bien, quelque part aussi, vous, la faute, parce que vous étiez là, il y en a qui vivaient, il y avait quand même des frères qui venaient à la maison quand même. Oui, c'est trop facile de dire non, ils appelaient, ils parlaient en Wolof. Mais souvent tu préparais, ils venaient manger aussi, ceux qui venaient manger là. Ils venaient pas leur contact. Oui, c'est ce que j'ai dit, voilà. Bon, je ne vais pas tous les accuser, j'ai dit ça, voilà, avant de vivre. C'est quand même un frère. Vraiment, ce monsieur, si ce public un peu applaudit pour ce monsieur, vraiment. Il s'appelle Mustapha. Bey Mamadou Mustapha. Il est le seul de la famille qui m'a approché. Que je vois ce que la famille fait. Je vois. Mais toi, je vais faire mon minimum pour t'aider. Ce que je peux, selon mon moyen. Mais toi, bats-toi pour tes enfants. Ne baisse pas les bras. Je suis avec toi. Bats-toi pour les enfants. Il faut te battre. Comme ce monsieur... Et comment, je veux dire, comment est-ce que vous avez reçu ce message quand il vous a dit « bats-toi pour tes enfants » D'abord, ça m'a révolté. Bon, avec moi-même, ça m'a... J'ai dit, mais si moi je faisais quelque chose, c'est vrai, la famille avait le droit de me soutenir, mais si moi je faisais quelque chose, je n'avais pas toujours pleuré sur mon sort. Si j'étais indépendant financièrement, si, voilà, je faisais quelque chose, malgré ce qu'il faisait là. À ce moment-là, vous avez eu des regrets? Regrets, pourquoi je n'ai pas travaillé pendant que mon mari, pendant que je n'ai pas exercé une activité pendant que mon mari était là. J'ai regretté vraiment. Voilà. Bon, quand il a dit ça, ça m'a poussé vraiment, quand il a fini, ça m'a poussé à me réveiller, à être vraiment, me réveiller. Donc, après, quand il a fini mon village... Avait-il des biens, votre mari? Il n'avait pas de biens. On va revenir là-dessus. Il n'avait pas de biens. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas de biens. Sinon, la famille même est venue. Un jour, son grand frère vient, il est venu à la maison. Il n'était pas à mon absence. L'enfant même était, le dernier était malade, il était à l'hôpital. Il était bien informé que l'enfant était malade. Il n'est pas venu voir l'enfant à l'hôpital. J'étais au CHU de 13, j'avais l'enfant. À mon absence, il rentre dans la maison, soit disant venu chercher les biens que mon mari a laissés. À mon absence, fouiller la maison, prendre les photos, prendre ce qu'il a à faire, et puis tout contrôler. Et puis 2 jours après, il est venu avec 2 soi-disant marabouts, sont venus faire partage de biens. Mais c'est qu'il avait des biens, alors, votre mari, vous avez dit qu'il n'avait pas de biens. Les biens, là, les pantalons, les chaussures, les draps. Mais au niveau de ses comptes, je veux dire que, est-ce qu'il n'avait rien prévu, il n'y avait rien de prévu pour ses enfants, tout ça? Il n'avait rien prévu, ce Dougui, elle était agent recouvré dans une société de la place, il n'avait rien prévu. Le monsieur est venu faire partage, j'avais dit d'accord. J'ai toi, on avait dit, voilà. Rideau là, c'est moi qui ai payé ça dans le pays la dernière fois là. Ça, c'est pour moi. Chose là, j'ai tout enlevé les affaires. C'est là qui est bien là, comme ça, moi, ça les bien seulement, les 4 chaises. Il dit, voici ça. Donc, il a partagé. Il dit, bon, toi, tu prends la télévision. Les chaussures là, c'est pour les garçons. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps, c'est quoi vos réalités? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes veuves et aux femmes en général? Et puis, est-ce que vous avez finalement une activité aussi? Bon, je suis bénévole au centre social d'Adjamé. Donc, entre-temps, vous avez suivi une formation? Une formation, oui, voilà, dans une école maternelle. Mais c'est déjà bien, c'est un bon départ. Ce que je veux dire aux femmes, d'être autonome. Tout ce qui m'est arrivé, c'est parce que je ne faisais rien.
ne faut pas avoir dépendre de leur mari. C'est vrai, la mari pour les soutenir, mais il ne faut pas avoir dépendre. Elles n'ont qu'à se battre pour leurs enfants, pour elles-mêmes, avoir une activité à faire. Où on est là? Moi, je regrette, c'est ça que je suis venue hier témoigner. Ne baissez pas les bras. Moi, ce qui m'a poussé à venir, mais il y a des femmes qui sont là, parce que je vous ai dit que j'ai des associations là. Elles sont entre quelle cause? Ah, moi, mon mari dit, il ne faut pas, je vais vendre. Je dis, j'ai ma chérie, tu as vu mon cas là? Tu vois, ton mari ne peut pas vendre. Bon, on ne va pas, dans ce cas-là, il faut mourir avant lui. Hein. S'il meurt avant toi. Non, il ne faut pas le dire. Non, je dis, non, je ne faut pas le souhaiter. Je ne le souhaite pas, mais voilà, il faut vraiment que les femmes soient indépendantes. Ça, ça vaut de l'or, ce que vous venez de dire, que les femmes soient autonomes, et puis les veuves, vraiment, j'ai un message à lancer aux veuves. Très rapidement. Un message. Les veuves, là. Toi, la veuve qui se lève le matin pour chercher à manger à ton enfant. Toi, la veuve qui a les insomnies parce que tu te demandes comment payer le loyer. Toi, la veuve qui te demande comment soigner tes enfants, les mettre à l'école. Sois forte, bats-toi pour tes enfants. Pour ces petits êtres qui n'ont pas demandé à l'aide. C'est Dieu qui a mis ses charges sur ta tête. T'aidera à les porter. Sois courageuse. Être veuve n'est pas une fatalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très émouvant. Et encore une fois, nous vous encourageons. On le voit, vous êtes très optimiste. Et puis, nous voulons profiter de cette occasion pour saluer toutes les femmes veuves ici. L'association des femmes veuves. Soyez fortes, comme elle a dit. Beaucoup, beaucoup de courage. Et le meilleur reste à venir. En tout cas, merci d'être venu la soutenir et merci pour votre témoignage. Je rappelle que vous avez une histoire. Si vous avez une histoire intéressante, une expérience ici, vous avez l'occasion de parler de votre vécu, quel que soit votre statut social. 22 01 00 00. Nous vous accueillons à bras ouverts. C'est ici que nous allons mettre fin à cette rubrique dénommée Appel à témoins. On part pour la pub et ce midi se poursuit. Et vous, pourquoi vous étiez mauve? Je suis trop fan de le off-move gratuit. Tu jettes tranquillement ta journée avec ça. Vous avez déjà de bonnes raisons de nous faire confiance. En 2016, nous vous en donnerons beaucoup plus. Bonne année.